Bon Oui. moment, voilà. Nous sommes à la deuxième session du programme Covid long. Et donc, sans plus tarder, nous allons commencer parce que nous avons juste 1h15 à passer ensemble. Nous allons donner la parole aux uns aux autres de se présenter. Pour ceux qui nous ont rejoints pour la première fois, vous êtes au programme Éco-Covid long. Donc, je suis docteur Kwasi Mbienne. Je serai chargée de modérer cette session éco. Et donc, je vais vous laisser la parole pour saluer les autres membres de la communauté et vous présenter. Donc, on va commencer par notre champion. Si on peut ouvrir les caméras, hein, pour le moment, hein, pour les salutations, on peut, voilà, c'est plus convivial. Ouvrez vos caméras, comme ça, on va se présenter et puis après, on va commencer les choses sérieuses. Donc, je vais commencer par notre champion de ce jour. Voilà, celui qui nous a convoqués ici aujourd'hui. On va lui envoyer des cœurs. Donc, docteur Jean-Marie Caridioula, bonjour. Est-ce que vous pouvez vous présenter à la communauté? Ouvrez votre micro. Désolé, mon micro ouvert maintenant. OK. Oui, Donc, bonjour, docteur Poissy. Bonjour à toute la communauté. Je suis le docteur Caridula Jean-Marie. Je suis au service des maladies infectieuses et tropicales du CHU de Boaké. Voilà. Merci bien. d'accord. J'espère que nous allons tous Merci passer un bon beaucoup. moment. Voilà. Merci beaucoup à notre champion du jour. On lui envoie des cœurs. Merci d'avoir accepté de venir partager avec la communauté votre cas. Donc, je vais donc laisser la parole à Dr Angélique Doussabé. Il y a longtemps que je n'ai pas prononcé ce nom. Donc, bonjour. Votre Bonjour, micro. bonjour. Oui, moi, c'est Dr Doussabé Angélique, psychologue clinicienne au CHU Campus de Lomé, au Togo. D'accord. Merci Hmm. d'avoir rejoint l'équipe. Je suis là. Mhm. Fidélité à la communauté. Merci beaucoup. Jean-Paul Nzimba, bonjour à vous, fidèle à la communauté Bon, ECO. bonjour, merci beaucoup. Moi, c'est Jean-Paul Nsimba, expert en santé communautaire au programme national de lutte contre les monkeypox et les fièvres hémorragiques virales en République démocratique du Congo. Merci beaucoup. Bon, on applaudit Nzimba parce qu'il a beaucoup de titres comme ça. Donc, on va apprendre de lui ce soir. Merci beaucoup, Dr. Jean-Paul Nzimba. D'accord, je vois Julienne Ntumba Mumba. Voilà. Bonjour à vous. Ouvrez votre micro. Attendez que je vous envoie un signal. Oui, allez-y. Le téléphone n'est pas facile de retrouver. Le micro est de l'ouvrir. Voilà. C'est bon? D'accord, Voilà, ça va. ça va. Et moi, c'est docteur Juliane Momba, docteur Tomba Momba. Et qu'est-ce que je peux dire? Oui, master en Beaucoup de santé choses. publique et médecine de travail et maintenant un doctorat. À, Voilà. à Kinshasa, mon travail, je suis expert en Mhm. médecine de reproductive, hein, non, reproductive, désolé. D'accord. Et ici en Espagne, donc je suis médecin. Donc, les Et Espagnols vous ont colonisé. non, pas encore. Pas encore. Ok. Non, le problème, c'est parce que je venais de faire une formation à la D'accord. Croix-Rouge avec les immigrés marocains. Donc, Mhm. il y a aussi une formation avec les Espagnols. C'est pour cela que j'ai Mhm. parlé français, espagnol. Donc, En même un temps, peu, d'accord. là, je suis toujours avec vous tout le temps. Mais deux fois, je ne Merci me beaucoup. présente pas, je ne dis rien. Mais je vous écoute. D'accord. Merci beaucoup. En tout cas, merci d'être avec nous, d'être membre de cette communauté éco. On va apprendre de vous puisque vous êtes une dame de terrain. Donc, on Ouais. va beaucoup apprendre de vous par rapport aux mesures hein, à respecter dans la communauté.
par rapport à cette thématique que nous allons aborder aujourd'hui. Donc, Docteur Yazé, oui, je reviens encore à vous parce que ça fait quand même longtemps qu'on vous a pas entendu. Donc, présentez-vous à la communauté. Ouvrez votre micro, Je n'arrive pas à ouvrir ma la caméra. caméra, Je ne sais pas ce qui se d'accord? passe. Je suis docteur Niazé Zignon Aimé, médecin-chef du centre antituberculeux de Dimokro. Bon, pneumologue, je crois que c'est bon comme ça. C'est bon Je comme suis ça. toujours avec vous. Je suis toujours avec vous, mais bon, on n'a vraiment pas le temps avec les structures qu'on dirige, donc c'est un peu compliqué. Mhm. Voilà. Si D'accord. En tout cas, merci beaucoup je d'avoir vais pris un encore voir peu. la caméra et puis voir pourquoi ça ne marche pas. D'accord. En tout cas, c'est gentil. Nous sommes heureux de t'avoir avec nous aujourd'hui en tant que Merci. pneumologue. Voilà. Merci. Jean-Marius, Joël Jean-Marius, Joël Jean-Marius, ou bien Henri, Joël Jean-Marius, vous êtes là? Ouvrez votre micro. Henri Moutombo. Henri Moutombo, à sa caméra ouverte. Vous pouvez ouvrir votre micro et vous présenter. Henri Moutombo, vous êtes avec nous. Je vous envoie un signal pour désactiver votre micro. C'est pas facile de trouver le micro lorsqu'on est connecté à partir de son téléphone. Aya Philomène Yao, épouse. Bon, je vois pas le reste, mais bon. Vous pouvez ouvrir votre micro et vous présenter. Aya Bonjour à Philomène. tous. Je suis Yawaya Philomène, épouse Conan, enseignante à l'INFAS. Oh, merci beaucoup. C'est l'une de nos fidèles également. Louis, s'il te plaît, tu peux envoyer le lien au professeur Kra sur WhatsApp. Docteur, je l'ai déjà envoyé. Sur WhatsApp? Oui, oui. D'accord. Ok, donc nous allons poursuivre. Je vois de nouveaux noms, hein. Mikaïla Kaboré. Bonjour. Il y a de nouveaux noms. Euh, Voilà. oui. Bonjour à tous. Bonjour. C'est Kabouré Mikaël, je suis médecin infectiologue du Burkina Faso. Je Mhm. suis assistant à l'université Nazi Boni de Bobo Dioulasso et Ok. praticien au CHU de Pala, c'est à Bobo Dioulasso. Merci. D'accord. C'est votre première fois? Oui, je crois bien, c'est ma première fois. D'accord. Quand on envoie des signaux, voilà, comme on sait si bien le faire dans cette communauté éco, vous souhaitez la bienvenue à docteur qu'est-ce que le nom? Mikaïla, c'est ça, hein? Voilà, Mikaïla. C'est un beau nom, hein? Ou bien c'est le prénom, Mikaïla. C'est le Le prénom, merci. prénom. Oui, c'est ça. D'accord. En tout cas, soyez le bienvenu dans cette communauté et on espère Je vous apprendre de remercie. vous également. Mhm. Merci bien. Et c'est pareil. Merci. D'accord. Idriss Aruna Amadou, c'est vrai que c'est pas un nouveau. Ça fait un moment. Docteur Idriss Aruna Amadou, bonjour. Vous pouvez vous présenter. Docteur Idriss Aruna, ouvrez votre micro. Est-ce qu'on peut ouvrir les caméras, hein, comme ça, c'est plus convivial, hein. En attendant, avant de passer à la formation, à la présentation proprement dite, on donne l'occasion aux uns aux autres de se présenter à la communauté, c'est plus convivial, bon, de mettre au moins un visage sur chaque nom. Henri Michel Hello, bonjour. Si vous êtes avec nous, est-ce que vous pouvez ouvrir votre micro et vous présenter? Bonjour, bonjour à vous. Bonjour. Je suis leader Elo Henri Michel. Mhm. Je suis du centre de santé des armées de Yamsokro.
en Ok, Amérique. ok. C'est la première fois? Non, pas du tout. Pas du tout. D'accord. Ouais, En tout cas, merci beaucoup pour votre d'accord. présence. Merci. Plaisir partagé. Malheureusement, notre membre qui a beaucoup de titres, il dit qu'il a fini sa pause, il va nous quitter, c'est dommage, hein. Alors, on aurait voulu qu'il soit là jusqu'à la fin. Ok. Autres participants. Bon, il y a des chers maîtres parmi nous, il y a des membres du comité scientifique qui sont là. On va leur donner l'occasion de se présenter. Professeur Ali Boulaboula, professeur Louis Fortes. Bonjour. Oui, bonjour. Bonjour, professeur. Merci d'être là, de vous présenter à la communauté. Votre Oui, micro. bonjour C'est à bon. tous. Soyez les bienvenus à la session COVID long. Donc, moi, je me présente. Je suis le professeur Luis Fortes. Je suis spécialiste en maladies infectieuses. Je suis au niveau du Sénégal. Je suis chef de service d'un hôpital qui se trouve au niveau de la banlieue, l'hôpital d'Al Jam. Merci Merci. beaucoup, professeur. Bonne C'est l'une de session à nos tous. experts. Merci, professeur. Professeur Ali Boulaboula. Oui, madame, merci pour la parole. Je m'appelle Boulaboula Ali, je suis médecin et enseignant à la faculté de médecine de l'Université de Kindu en République démocratique du Congo. Je suis membre de cette communauté et je souhaite aussi la bienvenue aux autres membres qui sont présents avec nous. Merci. D'accord. Merci beaucoup. Merci beaucoup, professeur. Ulrich, tu as mis le lien dans quel groupe? Parce que je ne vois pas ça ici. Le professeur me demande toujours le lien. Je lui ai envoyé La ça communauté, directement par WhatsApp. est-ce qu'il a reçu? Est-ce que le professeur ou pas, vous pouvez connecter? Bon, il faut m'envoyer, envoie-moi le lien, s'il te plaît. Donc, merci hein, pour ta présentation. Maintenant qu'on a mis quelques visages sur les noms, on va poursuivre pour gagner un temps. On va présenter quelques membres quand même de la communauté, enfin du Hub. Docteur V est là, on va se Bonsoir, présenter. Dr. Kassi. Bonsoir, chers membres de la communauté Covid Long. Je suis Dr Vetano Anik, médecin de santé publique, assistante technique au Super Hub. Bonne session à vous. Merci beaucoup, Docteur V. Oui, je n'ai toujours pas le lien. Donc, on peut partager l'agenda en attendant que j'ai le lien pour l'envoyer au professeur. Pour partager l'agenda, on va passer rapidement en revue. Ok, donc nous venons de finir la présentation des participants et des membres du Hub. Non, le thème de ce jour, c'est n'oublions pas la méningite en cette période pseudo-grippale dans un contexte post-Covid. Et donc, tout à l'heure, nous allons renseigner les consignes à la fin hein, de cette présentation. Lui dit que notre séance, cette formation, vous aurez droit à un certificat. Nous sommes à notre deuxième session. Nous avons droit à au moins 15 sessions au cours de l'année. Et donc, pour ceux qui ont déjà raté les 2 premières sessions, bon, vous avez encore le temps de vous rattraper. Ensuite, tout à l'heure, nous aurons une présentation de cas, 10 minutes avec notre champion du jour. Et puis, suivi d'échanges, clarifications et recommandations. Et après cela, nous allons donner l'opportunité à l'expert de nous faire la présentation didactique sur la méningite. Et terminer par le sondage qui est très important. On vous encourage à faire le sondage à la fin de la session, puisque ça fait partie des critères d'obtention du certificat. Donc, on va rappeler rapidement les consignes que vous connaissez déjà, mais comme il y a de nouvelles personnes, on va encore les rappeler, c'est important. Fermez les micros lorsque vous ne parlez pas. Lorsque vous demandez à vous présenter, activez votre micro, vous dites votre nom, le nom de votre organisation.
votre lieu de travail et le pays. Ensuite, on vous encourage déjà maintenant à écrire cela dans le chat. Donc, lorsqu'on vous donne la parole, c'est vraiment de garder votre téléphone portable en mode silencieux et essayer de trouver un endroit où le débit de la connexion Internet est bon pour pouvoir nous suivre correctement. Ne pas divulguer des informations de santé ou d'informations personnellement identifiables. C'est très important parce que les cas que nous présentons ici doivent respecter la confidentialité puisque nous sommes dans le domaine de la santé. Donc, on doit respecter les données personnelles de nos patients. Si vous avez des problèmes, échangez dans le chat avec le IT. Les diapositives des présentations sont disponibles sur IECO. Voilà, donc c'est sur notre plateforme qu'on met la documentation en lien avec la session. Cette session est enregistrée et votre présence vaut consentement à être enregistrée. Merci beaucoup. C'est quelques rappels. Donc, pour cette formation, il y aura une attestation de participation lorsque vous remplissez le sondage à la fin. Ensuite, nous allons utiliser les données en lien avec la formation, ce programme, pour faire des enquêtes tout en respectant vos données personnelles. Donc, c'est important. C'est un programme de formation. Il est important que nous puissions évaluer pour la continuité de ce programme et également pour permettre voilà, à d'autres personnes de pouvoir nous suivre. Merci beaucoup. Est-ce que le professeur Kraoufoué nous a rejoint? Non, pas encore. Oui, 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 Oh, ok, ok. Waouh. D'accord. Donc, professeur. Sur mon portable pour le moment, je suis en train de connecter avec l'autre. D'accord, Allô? professeur. Oui, 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 la bonjour. connexion. Voilà. J'ai une bonne connexion, effectivement, mais bon, je n'ai pas D'accord. encore pu Si ça pose rejoindre. problème, vous allez couper votre caméra. Comme ça, on pourra gagner. Voilà. Donc, c'est maintenant, nous allons commencer la présentation des cas. D'accord. Oh, oh, oui, je vous suis depuis. D'accord. Donc, Je vous suis sur le téléphone. sans plus tarder, nous allons donner la parole à notre champion de ce jour pour qu'il nous partage le cas de cette session. Ok, merci. Donc, je vous partage. Ok, vous avez déjà la présentation. On vous laisse partager. Ok, je vais partager. Ulrich, tu peux arrêter ton partage, voilà. Pour qu'il soit plus à l'aise. Donc, en attendant qu'il ne commence, nous vous invitons à écrire dans le chat vos coordonnées, nom, prénom, pays, adresse, mail, hein, c'est très important. Tout ça, ça nous permet de comptabiliser votre présence hein, au cours de cette séance. Donc, allez-y, docteur Karidioula. Merci, docteur Kwasi, pour la parole. Donc, comme je l'étais peut-être tantôt, je suis le docteur Caridula Jean-Marie au service des maladies infectieuses et tropicales. Donc, je suis amené à vous présenter donc, ce cas clinique d'une méningite post-syndrome grippal. De quoi s'agit-il? Il s'agit d'un patient âgé de 58 ans, de sexe masculin, qui travaille dans le secteur privé, qui avait été transféré des urgences médicales du CHU de Poitiers pour un trouble de la vigilance associé à une fièvre. Concernant l'histoire de la maladie, les signes ont débuté environ 2 semaines avant son admission par un syndrome grippal, suivi 6 jours plus tard d'une toux grasse qui ramenait des expectorations qui étaient jaunâtres. Il n'y avait pas d'hémoptysie, pas de vomites, il n'y avait pas de douleur thoracique, il n'y avait pas également de signes de dyspnée. Le patient a entrepris une automédication voilà, par voie orale, dont la nature des médicaments n'a pas pu être précisée. Il n'y a pas eu d'amendement des signes et l'évolution a été marquée par l'apparition des céphalées qui étaient intenses. Donc, à partir du 8e jour, elle était diffuse, augmentée par le bruit et non calmée par le paracétamol. Le patient a déclaré qu'il était fébrile, mais n'a pas pu chiffrer la fièvre. Elle était permanente. Il y avait un contexte d'asthénie.
Et face à ces signes, il a entrepris un traitement antipaludique par voie injectable puis orale, qui n'a pas amendé les signes, et l'évolution a été marquée par la survenue de crises convulsives chronico-cloniques généralisées, donc soit 2 crises d'environ 20 secondes. Et à la seconde crise, il n'y avait pas eu de reprise donc de conscience, ce qui a motivé son admission aux urgences médicales. Il faut dire que il n'y avait pas de déficit moteur donc dans l'histoire de la maladie, ni de prise de toxiques, ni de traumatisme crânien. Les antécédents de ce patient concernant l'état étaient sans particularité. Il n'était pas diabétique ni hypertendu connu. Il n'y avait pas d'autre. Il n'était pas vacciné contre la méningite ACW 135. Il y avait également une absence de vaccination anti-pneumococcique. À l'examen physique, nous avons retrouvé chez ce patient un syndrome infectieux. Il affichait une température de 39 degrés 1. Concernant les chiffres tensionnels, il était à 109 sur 88 mm de mercure et la fréquence respiratoire était à 23 cycles par minute. Il y avait un trouble de la vigilance avec un score de Glasgow à 11 sur 15. On était après un syndrome méningé avec signe de Koenig-Leguzinski qui était présent. On a également constaté une crise convulsive lorsque on examinait le patient. Il y avait un syndrome de condensation pulmonaire à droite et il n'y avait pas de signe de focalisation retrouvé à l'examen du patient. Bien. Donc, le patient nous posait un problème de diagnostic étiologique et de prise en charge thérapeutique d'une méningoencéphalite d'évolution aiguë sans signe de focalisation dans un contexte fébrile. Donc, nous avons pensé aux affections suivantes, notamment une méningite aiguë bactérienne, un neuropaludisme ou bien une hémorragie méningée. Donc, dans l'urgence, devant l'absence de contre-indication, nous avons réalisé donc une ponction lombaire pour pouvoir réaliser l'analyse du liquide céphalorachidien, une goutte épaisse avec frottis sanguin et une tomodensitométrie, dont les résultats sont les suivants. L'analyse du liquide céphalorachidien a permis de mettre en évidence à la macroscopie un aspect qui était louche. À la biochimie, on avait une hyperprotéinorachie à 1,2 g par litre et une glycorachie à 0,47 g par litre. La cytologie a mis en évidence 2200 éléments à prédominance polynucléaire neutrophile à 88%. À l'examen bactériologique, à l'examen direct à la coloration du gramme, il y avait une absence de bactéries. Cependant, on a pu détecter la présence d'antigènes solubles de Streptococcus pneumoniae. La goutte épaisse de pleurophotie est revenue négative et à la tomodensitométrie cérébrale, il y avait une absence d'hyperdensité spontanée des espaces leptoméningés des ventricules, ce qui nous a permis d'écarter une hémorragie méningée. La goutte épaisse négative nous a permis d'écarter un neuropavitisme. Donc, quel diagnostic avons-nous donc retenu? Nous avons retenu donc le diagnostic de méningite purulente à Streptococcus pneumoniae. Donc, devant ce diagnostic, nous avons fait le bilan de la maladie suivant. À la recherche d'une porte d'entrée, étant donné que le patient avait une toux grasse avec un syndrome de condensation pulmonaire, nous avons prescrit une radiographie pulmonaire de face qui a permis d'objectiver un syndrome alvéolaire à droite et puis une pleurésie minime à gauche. L'examen cytobactériologique des crachats ne nous est pas parvenu. Et devant ces images radiologiques, on a voulu écarter également une tuberculose pulmonaire, si bien que nous avons réalisé le gène SPECT. C'était sur les crachats, n'est-ce pas? Donc, qui est revenu négatif. Donc, ici, vous pouvez apprécier, n'est-ce pas, les images à la radiographie pulmonaire de face. Nous voyons au niveau du champ pulmonaire droit, la moitié supérieure ici, donc le syndrome alvéolaire avec présence d'un programme aérique et ici, donc la pleurésie. À la tomodensitométrie cérébrale, à la recherche d'une sinusite, donc nous n'avons pas retrouvé donc de signe de sinusite.
À la recherche de complications locaux-régionales, donc de cette méningite à streptocoque, pour jouer à la tomodensitométrie, nous avons apprécié les ventricules et nous n'avons pas objectivé l'hydrocéphalie. Il y avait également une absence de processus expansif intracrânien à type d'abcès cérébral. Il n'y avait donc pas de complications à type d'abcès. Pour rechercher les complications à distance, nous avons pensé donc, que le patient faisait un sepsis en évaluant donc le score de Quick-SOFA. Et nous avons trouvé un score égal à 2 sur la base du trouble de la vigilance et de la fréquence respiratoire était supérieure à 22 cycles par minute, soit 23 cycles par minute. Donc, nous avons conclu un sepsis. Cependant, les hémocultures qui ont été prescrites sont revenues négatives. Concernant le bilan du terrain, à la recherche donc de tares éventuelles, à la recherche de tares immunologiques, notamment l'infection à VIH, nous avons prescrit la SRV qui est revenue négative. À la recherche de tares métaboliques, nous avons prescrit la glycémie qui est revenue à 1,18 g par litre. Nous avons poussé jusqu'à l'hémoglobine glyquée qui est revenue élevée à 6,28%. Le bilan hépatique est revenu normal avec les transaminases qui étaient normales et le taux de prothrombine normal à 77%. Le bilan rénal est également revenu normal avec les chiffres ici mentionnés. Et sur le plan hématologique, nous avons trouvé un taux d'hémoglobine à 6,2 g par décilitre, traduisant une anémie ici sévère, avec un groupe sanguin qui était A positif. Le bilan ionique était également normal. Donc, au vu donc, de ce bilan de la maladie et de ce bilan du terrain, nous avons retenu le diagnostic final suivant d'une méningite purulente à Streptococcus pneumoniae à porte d'entrée uropulmonaire associée à un sepsis et une anémie sévère sur un terrain diabétique type 2 probable de découverte inaugurale. Donc, quelle a été donc notre prise en charge? Donc, le patient a été hospitalisé et il a bénéficié d'une bi-antibiothérapie à base de ceftriaxone et de gentamicine. Il faut dire ici que, étant donné donc le tableau de ce patient, la durée de traitement a été plus longue que prévu parce qu'en moyenne, la durée de traitement est de 7 à 10 jours. Et comme traitement adjuvant, nous avons associé une corticothérapie, des antalgiques, une rééquilibration hydroélectrolytique et du Lovenox pour pouvoir lutter contre les complications thromboemboliques. Le patient a reçu une transfusion sanguine en isogroupe isorésus. Un avis diabétologie a été demandé pour la prise en charge du diabète, donc qui a été pris en charge à la sortie du patient. Et concernant donc la prévention donc des récidives, le patient a reçu une dose de vaccin donc, contre la méningite ACW 135 dans son séjour à l'hôpital ici. Cependant, le pneumo 23 n'a pas été réalisé parce qu'il était indisponible. Donc, l'évolution a été marquée par une dégradation de l'état de vigilance du patient à J4. Donc, le score de Glasgow, qui était à 11 sur 15 à l'entrée, est passé à 7 sur 15, ce qui a justifié que le patient soit admis en réanimation. Ou après un séjour de 5 jours, il a été donc réadmis au service. Et il faut dire qu'à la fin donc, de son séjour hospitalier, il y a eu une séquelle à type de sudité bilatérale où après l'avis du service ORL, une audiométrie a été réalisée et il a été posé l'indication de la nécessité d'un appareillage auditif pour que ce patient puisse entendre à nouveau. Quel est l'intérêt, n'est-ce pas, de ce dossier que nous venons de présenter? Il faut dire que ce patient ici a eu affaire à développer une méningite purulente à pneumocoque parce que d'abord, il n'y avait pas de vaccination anti-pneumococcique. En plus, il a eu une pneumopathie qui n'avait pas été correctement donc traitée et il avait un terrain ici donc débilité dont il ne savait pas. Et la découverte de ce terrain a été faite de façon fortuite. Donc ici, donc devant une glycémie apparemment normale, il faut pouvoir pousser, n'est-ce pas, les explorations jusqu'à l'hémoglobine glyquée. Ce patient avait également plusieurs facteurs dans le mauvais pronostic qui ont aggravé un tant soit peu son tableau lorsqu'il était dans notre service.
par exemple le gène, donc qui est déjà virulent, Streptococcus pneumoniae, la présence du coma, les signes de sepsis, le retard d'hospitalisation, parce que voilà, il a été hospitalisé plus de 2 jours après la manifestation, n'est-ce pas, de ces signes et la présence du terrain qui est débilité. Donc, le patient a survécu, donc il est sorti, mais après une longue durée d'hospitalisation par rapport à la moyenne. Donc, c'est 7 à 10 jours d'hospitalisation pour une méningite purulente, sauf que le patient a fait jusqu'à 19 jours. Et après également un séjour en réanimation. Donc, mesdames et messieurs, honorable assemblée, donc ainsi prend fin notre présentation. Nous vous remercions pour votre attention. Merci beaucoup, Dr. Karidoula. On peut envoyer des signaux pour ce cas très complexe qui a été présenté. Envoyons des signaux à docteur. Voilà, je vais essayer de résumer rapidement parce que je sais que vous avez pris bonne note parce qu'il allait lentement, mais je vais quand même essayer de rappeler. Donc, il y a déjà une main levée qui veut poser sa question de clarification, c'est ça? Donc, rapidement, un patient de 58 ans qui a présenté un tableau de syndrome méningé, syndrome infectieux méningé. Ensuite, avec un Glasgow à 11-15 au début, un bilan a été fait au début. Un bilan a été fait qui a mis en évidence, à travers la ponction lombaire, qui a mis en évidence une méningite aiguë bactérienne à Streptococcus pneumoniae. Ensuite, le patient a été mis sous traitement. Un bilan a été fait, bilan pour rechercher la porte d'entrée qui n'a rien montré. Ensuite, un bilan de terrain qui a permis de mettre en évidence une batterie, une Un glycémie diabète, à oui, 1,18 grammes, une anémie à 6 grammes également. Et puis, et donc, l'équipe a conclu à une méningite purulente à Streptococcus pneumoniae sur un tableau de diabète de type 2 associé à un sepsis et à une anémie sévère. Donc, au vu de cette complexité de cas, puisque le malade, il y a eu une bonne évolution après le traitement par une bi-antithérapie de longue durée de plus de 10 jours, mais le malade, grâce à Dieu, s'en est sorti, mais avec des séquelles. Donc, voilà un peu ce cas. J'espère que j'ai essayé de rassembler un peu pour ne pas reprendre carrément le cas. Donc, est-ce que j'ai été quand même un peu fidèle à ton cas, docteur Karidjoula? faut dire que non, la porte d'entrée, on a retrouvé une pneumopathie. Vous avez dit qu'on n'avait pas Ok, retrouvé. On a retrouvé une porte d'accord. d'entrée. Voilà, c'était une pneumopathie. Pneumopathie qui a Oui, été maltraitée. D'accord. c'est Ok, ça. donc, voilà, chers participants, il y avait déjà une main levée. Donc, on va passer aux questions de clarification. Au vu de la complexité de ce cas, donc l'équipe a décidé de présenter pour pouvoir recueillir vos avis. Julienne Ntumba, allez-y, votre question de clarification. Et moi, la seule chose que je voulais demander, quand on parle de la COVID longue, non? Et le cas qu'on vient de nous présenter par notre confrère, est-ce qu'ils ont cherché pour savoir s'il a souffert de la COVID ou pas? Pour savoir si c'était dû à ça ou quoi? Et la pneumopathie qu'ils ont trouvée et la porte d'entrée, c'était dû à quoi? C'était par rapport à la COVID? C'était par rapport à autre chose? Je ne sais pas. S'il peut nous éclaircir. Merci beaucoup. Bonne question. Avez-vous recherché un antécédent de COVID-19, COVID long, docteur Karidjoula? Oui, bon, effectivement, devant les images à la radiographie, voilà, nous y avons pensé et
il y a un découvrillonnage qui avait été fait. Sauf que on nous avait fait comprendre à l'époque que on ne faisait plus, voilà, on ne faisait plus l'examen, la PCR là. Donc, finalement, on ne savait plus où adresser, voilà, notre échantillon. Donc, on est resté sur notre fin. On n'a pas pu investiguer jusqu'au bout. Voilà, puisqu'on nous avait dit qu'il y avait plus de, comment on a dit ça même? La gestion du Covid, là, ça avait été Mhm, démantelé, voilà, l'analyse mhm. au laboratoire, voilà, ça se faisait plus. Donc, on n'a Ok, pas pu pousser, voilà, jusqu'au bout. d'accord. Ok, c'est bon. Docteur Zignon? D'accord. Bonjour à tous. Merci à Dr. Caridjola pour la présentation. Je suis Dr. Dion Stéphanie, pharmacienne. Bon, c'est un truc de la médecine, mais ce qui m'intéresse plus au niveau du traitement concernant Oui, l'antibiothérapie. Il a oui, été annoncé la gentamicine et puis le ceftriaxone. J'aimerais savoir, oui. avant même Mhm. de, de donner ces différentes molécules-là, est-ce qu'il y a eu un antibiogramme avant de donner ces différentes molécules-là? Et puis ensuite, ma deuxième question, euh, Mhm. pendant les différents examens, il a été ressorti que l'hémoglobine glycée était à 6,80 et quelques. Et Mhm. vous avez dit 6,28. dans votre présentation que il y a eu un avis d'un diabétologue. Donc, j'aimerais Oui. savoir, à la sortie, est-ce qu'il y a Mhm. eu un contrôle au niveau de la glycémie pour voir, est-ce qu'il y a eu une amélioration de la glycémie? Voilà. Merci, Bon. docteur. OK, merci pour ces questions de clarification. Euh, dans les méningites purulentes, donc, il s'agit d'un tableau d'urgence thérapeutique. Donc, lorsque on a, par exemple, confirmé le diagnostic, surtout lorsque le LC est louche, on peut déjà initier une antibiothérapie probabiliste. Donc, on a fait un traitement probabiliste. Voilà, quitte après à adapter ça à l'antibiogramme. Donc, ici, étant donné que voilà, on avait ce germe-là, bien vrai qu'on n'avait pas encore l'antibiogramme, mais en général, il est sensible au ceftriaxone. Maintenant, la gentamicine qui a été ajoutée, c'était par rapport au tableau du sepsis. Sinon, habituellement, les méningites purulentes à streptocoque, voilà, se traitent en monothérapie avec le ceftriaxone. Mais ici, comme on avait un tableau de sepsis associé, on a ajouté donc la gentamicine qui est un aminoside. Donc, c'est ce qui a justifié donc la biantibiothérapie. D'accord. D'accord. Maintenant, pour le ceftriaxone, c'est 1 gramme ou le 500 milligrammes. Non, normalement, la posologie, on peut aller jusqu'à 100 mg kilo par jour, hein. Donc, quand on a calculé, je pense on est allé jusqu'à 4 grammes par jour. Donc, 2 grammes deux fois par jour. C'était le 1 gramme, donc deux flacons de 1 gramme le matin, deux flacons de 1 gramme, donc le soir, donc soit 4 grammes par jour. D'accord. Sur les 19 jours. Oui, sur les 19 jours, oui, on est allé à 12 pleines. Peut-être de clarifier ça dans votre présentation, si c'est possible. Oh, d'accord, Ah, ok, merci. merci beaucoup pour toutes ces questions de clarification. Donc, docteur Zignon. Oui, merci. Merci à Dr. Caridiola pour sa présentation. J'ai deux préoccupations. Quand j'ai vu la radio, il y avait une réaction pleurale. D'abord, il a dit Oui. qu'ils avaient demandé le John Espèce sur les crachats, que c'est non parvenu. Je voudrais comprendre pourquoi. Euh, Et le liquide pleural, est-ce qu'ils ont fait un John Espèce sur le liquide pleural aussi? Je voudrais comprendre. Euh, ok, on n'a pas pu, enfin, comme c'était vraiment minime, on n'a pas pu ponctionner. On avait même demandé un avis au PPH où ils ont essayé de faire une ponction pleurale éco-guidée. Mais voilà, c'était vraiment trop minime. Donc, ils ont dit que c'était pas ponctionnable. Donc, ce qui a fait que finalement, on n'a pas pu avoir le liquide pleural pour faire un examen dessus. Sinon, on a pu faire le gène expert sur les crachats. Maintenant, c'est l'examen cytobactériologie des crachats pour rechercher un gène banal Oh, oui. qu'on n'a pas pu, voilà, qu'on n'a pas pu effectuer. D'accord. Merci beaucoup.
Ok, merci. Merci beaucoup pour toutes ces questions de Je voulais clarification. ajouter C'est bon? Tu n'as pas quelque encore chose. fini, docteur Zion, tu as Je fini? voulais ajouter Oui, Oui, j'ai professeur, on revient fini. à vous tout à l'heure. On revient à vous tout à l'heure, professeur. On va revenir à vous tout à l'heure, professeur Kra. Pour le moment, nous sommes avec la communauté. Est-ce que la communauté, il y a encore des D'accord. personnes qui ont des questions de clarification à poser? Au niveau de la Euh, communauté d'abord. oui, bon, c'est docteur Dion. J'avais posé une deuxième question concernant la glycémie. Est-ce Ah, la Oui. qu'après... glycémie. Oui, Ah, oui, ok. vous m'avez pas répondu. Ah, ok, désolé. D'accord. La glycémie à l'entrée était à 1,18 et puis au contrôle, c'était passé à 1,26. Voilà, donc il y avait une légère augmentation. Maintenant, déjà, comme on avait déjà l'hémoglobine glyquée, on avait déjà posé le diagnostic de diabète, au fait. Parce qu'on peut avoir souvent une glycémie pareil normale et puis l'hémoglobine glyquée, voilà, est élevée. Donc, c'est sur la base de l'hémoglobine glyquée qu'on conclut que voilà, c'est un diabète. Donc, l'avis a été pris. Donc, lorsque le patient est sorti, il a été confié au diabétologue pour la prise en charge du diabète. D'accord. Merci beaucoup. Docteur Mikaïla. Et Après, on va merci. prendre. Merci bien. Alors, j'avais juste deux préoccupations. C'était juste connaître le délai d'administration de la corticothérapie dexaméthasone par rapport aux antibiotiques. Et également, est-ce qu'on a recherché d'autres causes de l'anémie qui était quand même sévère à 6 pour un tableau qui ne donne pas classiquement une anémie assez sévère à ce point? C'est vrai, Est-ce qu'on effectivement. a pensé à d'autres causes de l'anémie, rechercher d'autres causes et aussi le délai d'administration de la DEXA? Merci bien, c'était mes deux préoccupations. OK. Merci bien. Donc, la désaméthasone a commencé immédiatement avec l'antibiothérapie. Mhm. C'est-à-dire que on administre donc l'antibiotique et puis dans les 10 à 15 minutes qui suivent, donc on administre le dexaméthasone. Donc, voici comment est-ce que on a procédé. Maintenant, par rapport à la cause donc de l'anémie, euh, on n'a pas fait une recherche étiologique approfondie, mais dans ce contexte-là, on s'est dit que voilà, ça rentrait dans le contexte du sepsis, dans le cadre de la défaillance multiviscérale. Donc voici comment est-ce que, voilà, sur cette base-là qu'on a essayé de gérer l'anémie. On n'a pas trouvé une cause typique, classique, sur laquelle on allait mettre au compte de laquelle on allait mettre, pardon, l'anémie. Donc on a mis ça dans le cadre de la défaillance multiviscérale. Merci beaucoup. Oui, professeur Boula. Merci, docteur Kwasi, pour la parole. J'ai voulu avoir un éclaircissement sur notre patient. J'avoue que c'est un cas vraiment difficile et félicitations à l'équipe qui a bien géré le cas pour le sauver. Notre patient était-il connu diabétique ou c'est en cours de traitement qu'on a remarqué, qu'on a conclu à son diabète? Parce que l'administration de corticoïdes, nous connaissons les complications de corticoïdes. Les corticoïdes peuvent augmenter aussi la glycémie et entraîner ce que nous avons remarqué dans ce dossier, l'augmentation de sa glycémie. Mais comme on l'a confié au diabétologue, je pense qu'il sera bien suivi. Euh, Aussi, je reviens sur toujours le corticoïde. Est-ce que c'est une habitude dans le service d'utiliser, en cas de méningite, utiliser les corticoïdes? Parce que dans d'autres écoles, on n'utilise pas les corticoïdes dans la méningite. Voilà mes deux préoccupations et remarques aussi. Merci. Allez-y, Bon, votre ok, opinion. merci, professeur. Euh, En fait, le diagnostic de diabète a été posé
en cours d'hospitalisation. Voilà. Les glycémies qu'on avait demandées semblaient être normales, mais vu la complexité du tableau, à la recherche d'un terrain débilité probablement, on s'est posé la question de savoir est-ce qu'on n'allait pas pousser jusqu'à faire l'hémoglobine glyquée. On a été vraiment surpris de voir que l'hémoglobine glyquée était quand même élevée malgré une glycémie qui semblait être normale. Donc, on a considéré que c'est ce terrain d'égalité-là qui favorisait la complexité, n'est-ce pas, de son tableau. Sinon, ça n'avait pas été demandé d'emblée, par exemple, à l'entrée. Je crois que c'est quelques jours après qu'on a demandé l'hémoglobine glyquée, vu que, surtout quand la complication est arrivée, là, lorsqu'il a eu son trouble, la vigilance et qu'on sort. Maintenant, concernant les corticoïdes, dans notre pratique ici, lorsque on fait la ponction lombaire, que le liquide céphalo-rachidien est louche, dès qu'on a le diagnostic comme c'est là au lit du malade, ou bien lorsque le germe a été identifié que c'est bactérien, alors on initie en même temps la corticothérapie. Voilà, pour pouvoir prévenir les séquelles. Mais malheureusement, notre patient ici, il a quand même eu des séquelles malgré que le traitement a été bien conduit. Donc, voici ce que je peux... Merci beaucoup à notre champion pour tous ces éléments de réponse pour clarifier le cas et pour mieux comprendre. Donc, on va passer, félicitations vraiment à l'équipe pour ce cas complexe. On va passer maintenant à notre expert s'il a des questions de clarification à poser ou bien s'il a des éléments de réponse à apporter à certaines questions de clarification qui ont été posées. Professeur Kraoufoué. Merci beaucoup. J'espère que vous m'entendez, hein, ça? Oui, ça c'est bon. Oui, Très bien. Je n'ai pas de questions de clarification, mais c'est surtout, je dois apporter quelques réponses au niveau de l'utilisation de la corticothérapie dans les méningites virulentes. En effet, c'est une recommandation internationale en matière d'infectiologie que dans certains germes, comme le méningo et surtout le pneumocoque en l'espèce, il faut, dans les 15 minutes avant même d'engager l'antibiothérapie, il faut faire donc une corticothérapie sur une période de 4 jours. Donc, vraiment, ça ne va pas perturber quelque chose. C'est sur une courte période. Donc, c'est pour dire, répondre à votre professeur Boulaboula que c'est une recommandation internationale en matière d'infectiologie. D'accord. OK, donc s'il n'y a pas d'autres, tout est fini, on va passer maintenant aux recommandations. Donc, je vais commencer par les membres de la communauté. Est-ce que vous avez des recommandations à faire par rapport à ce cas? Ou bien des commentaires, ou bien des félicitations, tout ça, il faut qu'on parle. C'est bon, s'il y a des choses à ajouter, s'il y a des choses à retrancher, voilà. On est là pour améliorer les bonnes pratiques. Si vous étiez à la place de l'équipe, qu'auriez-vous fait de plus? Voilà. Docteur Zignon, pour votre recommandation? Bon, moi, c'est pour féliciter un peu. Le pneumologue. C'est pour féliciter, parce que c'est ce qu'on nous demande. Il faut suivre les recommandations. Et quand je regarde la prise en charge, la démarche de prise en charge de ce patient qui était hyper compliquée, c'est parce qu'ils ont respecté les étapes que c'est vrai qu'il est sorti avec une séquelle, mais que ce patient est sorti vivant du circuit. Parce que tant qu'on ne respecte pas les recommandations, ça pose problème. Ça pose problème. Et je posais la question, ils ont demandé des avis quand il fallait, pneumologue, diabéto. Vraiment, félicitations à Dr. Karidjoula et son équipe. C'était ce que j'avais à dire. Merci beaucoup. Merci. Donc, on envoie des signaux. Autre recommandation ou commentaire? Autre recommandation? C'est bon? Professeur Liu Fortes? Professeur Ali Boulaboula? Oui, merci madame pour la parole. Nous reconnaissons tous la complexité du cas et nous félicitons
l'équipe qui a sauvé ce malade. Je voudrais dire que la surdité est une complication classique dans les Mhm, cas de pneumocoque. mhm, Je pense mhm, que notre pneumologue peut le confirmer. C'est mhm, une complication classique, euh, même si le cas ne l'était pas mhm. comme tel, mais c'est une complication classique. On peut Diabétique. sauver aussi, mais c'est ça. Mhm, Voilà tout ce que je pouvais compléter. mhm. D'accord. Donc, merci beaucoup, professeur. Professeur Louis Fortes. Oui, merci en tout cas pour le cas clinique de la méningite à pneumocoque. Moi, mes recommandations, c'est surtout par rapport à la prévention. Parce que la méningite à pneumocoque est une méningite qui est grave, qui est sévère, Mhm, qui est mortelle, mhm, et également qui peut avoir comme conséquence des séquelles. mhm, Donc, il ne faudrait pas qu'on attende que nos patients fassent ces tableaux. La méningite, l'infection à pneumocoque, il existe un vaccin. Donc, pour tous nos patients, il ne faudrait pas oublier la vaccination au pneumocoque pour tous nos sujets âgés. Ne pas oublier pour tous les patients qui présentent des comorbidités, les mhm, patients diabétiques, les patients qui ont une insuffisance respiratoire, qui ont un tableau de bronchopneumopathie chronique obstructive, nos patients infectés par le VIH, nos patients qui sont sous corticothérapie au long cours, nos patients qui sont sous immunosuppresseurs au long cours. Parce qu'à chaque fois, tous ces patients-là devraient bénéficier de la vaccination au pneumocoque. Et ce que je disais, en fait, dans nos pays, on a tellement, pendant longtemps, mais c'est normal, le programme élargi de vaccination, c'est réservé pour les enfants. On a l'impression que les adultes, c'est des super women, en tout Super. cas, ou supermen, qui n'ont pas besoin de vaccin. Mais il y a des vaccins, notamment le vaccin contre le pneumocoque, pour cette tranche voilà, de la population. En tout cas, merci. Merci vraiment, professeur, pour cette recommandation préventive. Oui, je vois une autre main. Yoroko Jidikael Stéphanie. Oui, merci. J'aimerais féliciter le docteur Caridula pour cette prise en charge parce que ce n'est pas évident. Mais avec ce tableau, on a eu de bons résultats. Cette personne est sortie, c'est une souffre. Voilà. Donc, ma recommandation, c'est au niveau du traitement. Il faudrait vraiment qu'il précise les posologies et puis le dosage, car cette présentation permettra aussi à d'autres praticiens de pouvoir Mhm, suivre, si possible, cette prescription pour pouvoir adapter, pour pouvoir mhm, administrer ces médicaments s'ils ont des cas similaires. mhm. Mais, D'accord. En tout cas, merci beaucoup. C'est bien pris. Donc, intégrer la posologie du et le traitement qui a été dosage, fait et le dosage exactement. qui a été fait pour ce cas avant qu'on ne puisse le partager aux autres pour servir d'exemple Exactement. modèle. Merci beaucoup. C'est bien Merci, noté. madame. Donc, s'il n'y a plus de recommandations de la communauté, on va passer à l'expert. Professeur, est-ce que vous avez une recommandation à faire? Bon, oui, j'espère qu'après le passage de Louise, je n'ai pas grand-chose à dire parce que, en tout cas, la vaccination sur les sujets avec des tares, âgés, il a 58 ans. Donc, ça, Mhm, c'est vraiment la première des recommandations. Ensuite, autre chose, autre leçon, c'est l'automédication qu'il faut vraiment éviter. mhm, Lorsque on a fait une fièvre, et il faut immédiatement consulter d'abord un professionnel de santé pour pouvoir mhm, identifier cette fièvre et donner le traitement qui va avec. mhm, Autre chose, c'est pour savoir passer la main des malades ne nous appartiennent pas lorsque mhm. un patient a besoin des soins de spécialité. Faut Pour savoir tout de suite votre connexion. appel à cette spécialité pour qu'ensemble, on puisse sauver les gens. D'accord. Je crois qu'il y a une Ah, recommandation. Autant j'avais ma fini? connexion
Oui, Oh, oui, c'est je pas trop stable. Si disais vous pouvez vous déplacer un que... peu. Attends. Professeur, essayez de vous déplacer un peu, changer un peu Je d'endroit. disais que... euh, Allô? oui, Allô, professeur? d'accord. Ça, je dis là. Je disais que... C'est bon ici? Mhm. C'est bon ici? Oui, oui, oui. Oui? Voilà. Allez-y. C'est bon ici? Oui, allez-y, on va voir. D'accord. Je vais couper le... Allô, on ne vous entend pas. Professeur, il faudra changer d'endroit. Professeur, on ne vous entend pas. Si vous pouvez vous essayer de chercher un peu un bon endroit. Donc, en attendant, waouh, 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 waouh. La connexion n'est pas bonne. En attendant, je pense on était à la fin des recommandations, hein. Il était en train d'insister sur le fait de savoir référer le malade, demander l'avis, hein, par rapport à d'autres confrères lorsque le cas nous dépasse. Voilà. Professeur, on vous a pas entendu, hein? Ça. Mais bon, Bon, ok. Donc, on a compris l'essentiel. En tout cas, on a compris l'essentiel. Et donc, ça a toujours été mon endroit. mais aujourd'hui, les dieux ne sont pas avec nous. Avec nous. Donc, je pense qu'on a fini les recommandations. Et donc, on va dire merci vraiment à notre champion du jour qui a présenté ce cas. Est-ce que, docteur Karidjoula, est-ce que les Oui. recommandations sont applicables, hein? Hein? Bon, c'était quand même des recommandations de... La plupart, c'est des félicitations et puis une recommandation à type préventive, c'est-à-dire la vaccination. Et je pense que l'équipe a essayé à vacciner également le patient, mais il y a un vaccin qui n'était pas disponible, donc il n'a pas C'est ça. pu en bénéficier. Et Mhm. donc, je crois que c'est juste des, voilà. En tout cas, félicitations à l'équipe. Et puis bon, pour pouvoir partager l'expérience, il faudra intégrer le protocole thérapeutique détaillé dedans, dans le cas, avant qu'on ne puisse partager aux autres membres de la communauté. Donc, sur ce, on va laisser, si le professeur est revenu à nous, il y avait une main levée, on va vous donner la parole. Il y avait une main levée, c'était qui? Bon, Professeur? ça. Oui, Wassa? Wassa Bamba? Ça va mieux maintenant? Oui. Oui, ça va. Donc, Ah, j'ai est-ce que été vous pouvez nous déconnecté de envoyer moi. votre présentation, professeur? Parce que là, Oui, je ne sais pas si vous pourriez le faire, hein. non, non, je t'envoie. D'accord. Donc, en attendant, on donne la parole à Wassa Bamba. Il y avait la main levée. Merci à toute la communauté et merci à Dr Karidjoula qui nous fait grâce d'un cas assez compliqué et une prise en charge assez adéquate. Déjà, je voulais un peu ajouter il y en a l'un des participants qui a évoqué la notion de l'anémie. Bon, j'aimerais signifier que concernant cette anémie, dans un contexte infectieux, généralement, on est en phase d'une anémie inflammatoire. Et les marqueurs inflammatoires, à savoir les interleukines sont très élevés et ils auront généralement du mal. Ils vont agir naturellement sur l'érythropoïèse qui sera difficilement exécutée. Donc, du coup, on aura généralement une anémie dans ce genre de cas de sepsis surtout. Voilà, c'est ce que je voulais ajouter. Voilà, c'est tout. Merci beaucoup. C'est très important ce que vous venez de dire, puisqu'on n'avait pas trouvé la cause de l'anémie sévère. Donc, l'explication nous permet de comprendre. Merci beaucoup. Donc, on a bien fait de vous donner la parole. Merci, Wassa. OK, professeur, est-ce que vous m'avez envoyé votre présentation? On a 15 Oh, je viens de minutes vous envoyer. d'été. Je viens de vous envoyer. D'accord, d'accord. Je regarde rapidement. Oui, la Par dernière mail? version. C'est par mail? Par mail, oui. Mon WhatsApp ne OK. fonctionne pas, je ne sais pas ce qui se passe.
D'accord. Je regarde, hein. Un instant, en attendant, mettez le lien du feedback dans le chat pour que les gens puissent déjà commencer, puisque la, la bonne partie, on a déjà mangé le bon morceau, hein. Les échanges autour du cas. Donc, vous pouvez déjà évaluer. Professeur, je ne sais pas encore quelle Aristide. Je n'ai pas encore le cas. Vous pouvez actualiser Mhm. voilà, parce que c'est pas encore venu. Attends, Vous pouvez je vais voir actualiser. si Pio Ballon, il m'avait envoyé, je vais vous envoyer ça. OK. Voilà. Hmm. Voilà. Donc, c'est important. Ça, c'est vraiment un travail en équipe, hein. Voilà. Tout le monde a les informations. OK. Donc, il y a le lien dans le chat, le lien on vous encourage déjà à y participer. Le temps que le professeur puisse positionner sa présentation, puisse positionner la présentation du professeur. Docteur Karidioula, c'est bon? Si vous l'avez, vous pouvez faire le partage vous-même, hein, je crois, Le hein? pas. Oui, oui, Ok, je peux le faire, oui. Mhm. Voilà, vous pouvez faire le partage pour le professeur. Voilà. très bien. Donc, comment participer, hein? Participer au sondage, c'est important, ça fait partie des critères pour avoir le certificat de participation à ce programme qui comporte au moins 15 sessions. Nous sommes à notre deuxième session aujourd'hui et nous avons décidé d'aborder la méningite. Voilà. Donc, c'est bon, professeur. Est-ce que vous voyez? Il faudra activer la modification, docteur Aïdoula. Vous avez Moi. Voilà, c'est bon. merci pour votre présentation. Merci. OK. Ok. Bonjour tout le monde, à toute la communauté. Je vais juste faire quelques points, quelques éléments sur la méningite purulente. D'abord, pour la définir, il s'agit donc d'une inflammation des méninges suite à une pénétration et à une pullulation de germes pathogènes dans l'espace sous-arachnoïdien. Et il faut retenir qu'il y a 3 germes principaux qui causent cette maladie, à savoir le pneumocoque, le méningocoque et Haemophilus influenzae, qui constituent 80% des germes responsables de cette maladie. Et les méningites purulentes constituent une urgence diagnostique et thérapeutique, comme on a vu dans le cas. Donc, les agents pathogènes, en plus du pneumocoque, du méningocoque et l'hémophilus, il y a 2 agents, notamment le staphylocoque et d'autres entérobactéries lorsque on fait des gestes invasifs, par exemple au cours d'une radiographie où on fait une ponction lombaire pour le produit de contraste, ou alors lorsque on fait par exemple une anesthésie rachidienne. Alors les ports d'entrée sont au-dessus de la ceinture, notamment au niveau autour de la logique, c'est-à-dire l'otite, les sinusites, les mastoïdites sont en général les portes d'entrée, de même que les infections pulmonaires et surtout chez l'enfant, certaines malformations comme le spina bifida sont aussi des portes d'entrée, de même que les brèches ostéoméningées en cas de traumatisme crânien. Les signes, comme l'a décrit le Dr Cardula, le début en général brutal chez un sujet qui est en bonne santé apparente et très rapidement, donc, la phase d'état va être marquée par un syndrome infectieux, un syndrome méningé et des troubles
neurologiques que nous allons voir tout à l'heure. Alors, le syndrome méningé, il est fait donc de deux composantes. Un syndrome qui est dit fonctionnel avec comme signe majeur des céphalées qui sont caractéristiques, qui sont dits en étau, qui donnent l'impression de casse trop serré, des céphalées qui sont pulsatiles et généralement sont accompagnés de vomissements dits faciles en G. Et le troisième signe, c'est la constipation, qui est difficile à mettre en évidence en Afrique. Mais lorsque cette constipation existe, elle est vraiment très au pédiatre. La composante physique est composée également de 3 signes, à savoir la raideur de la nuque et le signe de Brzezinski et le signe de Kerning. Donc voici les 6 syndromes qui composent le syndrome méningé: céphalée, vomissement, constipation, raideur de nuque, signe de Kerning et signe de Brzezinski. En plus de ce syndrome méningé, on a un syndrome infectieux qui est le plus cause de patient à consulter. Il a fait une fièvre élevée, des frissons et un malaise général. Quant aux troubles neurologiques qui peuvent accompagner ce syndrome infectieux, syndrome méningé, les troubles de la conscience à type d'omnibulation, de coma, voire de convulsions, comme le cas de notre patient. Alors, devant ce syndrome méningé fébrile, accompagné souvent de troubles neurologiques, un seul geste à faire et en urgence, c'est la ponction lombaire, tout en respectant donc les contre-indications. Et cette ponction lombaire va ramener un liquide qui est généralement trouble, voire purulent. Mais on a observé des liquides qui sont asymptocomiques, qui peuvent aussi être clairs, surtout au début. Vous m'entendez, j'espère? Oui, professeur, Oui, on vous entend. professeur. Et donc, ce liquide doit être analysé au laboratoire, d'abord en cytologie, et en cytologie, on aura donc une hypercytose à prédominance polynucléaire altérée. C'est très important. Lorsqu'il y a des polynucléaires altérés dans le LCR, pour nous, c'est synonyme déjà de méningite virulente. Quant à la chimie, on a observé une hyperprotéinorachie, hyper supérieure à 1 gramme, et aussi une hypoglycorachie. Donc, la chimie va monter une hyperprotéinorachie et une hypoglycorachie. La plurachie peut être variable. Ce liquide permet aussi de faire une bactériologie, soit à l'état direct, à l'examen direct, et cela déjà permet, dans les 30 minutes après la ponction lombaire, d'être orienté. Notamment lorsque on a, après le gramme, on a en présence d'un diplocoque gramme négatif, cela oriente vers un méningocoque. Un diplocoque gramme positif, cela oriente vers un pneumocoque. Et un cocobacille gramme négatif, cela oriente vers l'hémophilus influenzae, et un bacille gram positif oriente vers l'hystéria, monocytogenes. Donc déjà, à l'examen direct, on peut avoir une orientation, mais il faut souvent aller à la culture qui va mettre 24 à 48 heures pour nous identifier le germe. Mais déjà, on peut également rechercher les antigènes solubles pour pneumocoque, pour hémophilus et pour
le méningocoque à l'aide donc de tests rapides qui permet donc, avec une goutte de ce test et une goutte de LCR, faire donc cet examen rapide. Quelquefois, on a recours aux homécultures pour pouvoir donc identifier les germes. L'hémogramme va mettre en évidence une hyperleucocytose à polynucléaire neutrophile et aussi, dans la recherche des portes d'entrée, une radiographie pulmonaire s'il y a des tout, mais aussi la radio des sinus, et aussi donc des rigueurs pour rechercher les portes d'entrée, de même qu'un examen des oreilles. Alors, cette maladie connaît donc des facteurs de gravité qu'on a vu donc chez notre patient, à savoir l'âge, les âges extrêmes, les personnes âgées et les nouveau-nés font des formes graves de cette maladie. Et puis, il y a la latence, le retard à l'hospitalisation de plus de 2 jours, comme chez notre patient aussi, conduit à des formes graves. Et certains germes, notamment le pneumocoque, comme chez notre patient, et le méningocoque, sont des germes qui apportent des formes graves. Le coma, également, est un signe de gravité, de même que le collapsus cardiovasculaire et les terrains débilités, à savoir le diabète, comme chez notre patient, le cancer, l'éthylisme chronique, la malnutrition et la drépanocytose. Alors, cette maladie peut se compliquer, comme c'est le cas de notre patient qui a fait donc un sepsis, et les germes qui donnent seulement ces complications générales, ce sont le méningocoque et le pneumocoque. Et aussi, on peut observer au cours de ces complications aussi un choc septique avec souvent une coagulation vasculaire disséminée. Diapo. Alors, autre complication, la souffrance encéphalique diffuse avec coma, convulsion, comme le cas de notre patient. Aussi, on peut aussi avoir des troubles neurovégétatifs avec des problèmes respiratoires, des problèmes de la tension artérielle et une hyperthermie donc rebelle. C'est lié donc aux troubles neurovégétatifs. Alors, autre complication, c'est au niveau donc de la boîte cardiaque, on peut avoir une céphalite soit présuppurative ou même des abcès ou un empyème sous-dural qui peuvent nécessiter une intervention chirurgicale. Des thrombophlébite cérébrales peuvent être observées et la dilatation ventriculaire peut également se voir au cours d'une méningite purulente. Ces troubles imposent des examens comme le scanner cérébral et l'électroencéphalogramme. Pour poser le diagnostic de méningite purulente, il faut donc un faisceau d'arguments, à savoir le syndrome infectieux, le syndrome méningé, les troubles neurologiques, le liquide céphalorachidien trouble, une augmentation des cellules dans le LCR, des cellules qui sont à prédominance polynucléaire altérée, une hypoglycórachie et une hyperprotéinorachie peuvent aider au diagnostic. Le diagnostic qui est mis en évidence par l'isolement du germe responsable. Et nous répétons que les 3 germes les plus amènent à donner cette maladie, c'est le pneumocoque, c'est l'hémophilus et c'est le méningocoque.
qu'est-ce qui peut simuler donc une méningite? Surtout la forme comateuse que nous avons vue. Il y a 3 maladies qui peuvent donc simuler cela. Il y a le neuropaludisme, dont le ensuite va être posé par une goutte épaisse et un flottis sanguin, mettre en évidence donc le type, la parasitémie et le type plasmodial. Le sepsis par la positivité des hémocultures et aussi, ne pas oublier cela, une méningo-encéphalite herpétique, dont le diagnostic est basé sur la tomodensitométrie et aussi vont monter des lésions dans les régions temporales caractéristiques, en général bilatérales, et la PCR va permettre donc d'identifier donc l'herpès responsable de cette méningo-encéphalite. Pour le traitement, je pense que le professeur Dr Caligula a bien été très précis. Il s'agit donc d'une antibiothérapie qui a des principes. Les antibiotiques doivent avoir une bonne diffusion dans le LCR et surtout être efficaces sur les germes, sans oublier les trois qu'on a cités. Et l'antibiotique est donné donc à dose massive, comme on l'a dit, par kilo de poids et surtout par voie parentérale. On ne traite pas une méningite par voie orale, par voie parentérale. Diapo. Alors, les antibiotiques qui obéissent à ces critères, en général, ce sont les bêta-lactamines avec l'amoxicilline, qui est de moins en moins utilisée, mais aussi le groupe des céphalosporines de 3e génération, la ceftriaxone, le cifotaxime et les autres. Le thiamphénicol, qui est de moins en moins utilisé, mais qui peut être utile. Et tout à l'heure, on avait la gentamicine, qui a permis donc, associé à la ceftriaxone, de réguler donc ce sepsis, de même que le cotrimoxazole dans certains germes particuliers, comme le listeria. Alors ici, la réanimation, je pense qu'il va passer ce volet-là, qui a été donc bien géré par nos amis réanimateurs. C'est la pose de sonde urinaire gastrique, c'est le maintien de l'équilibre hydroélectrolytique, c'est l'assistance respiratoire et surtout l'apport calorique suffisant, diapo. Et surtout, lorsqu'il y a un choc septique, la prise en charge du choc septique par un remplissage vasculaire adapté, et une corticothérapie, le traitement de l'acidose et surtout le recours à des médicaments cardioactifs comme la dopamine ou la dobutamine. Alors, la corticothérapie, on revient encore là-dessus, c'est surtout le dexaméthasone qui a été donc expérimenté dans cette situation. Et la povresse est 10 mg de kilo et c'est toutes les 6 heures en IVD et pendant 4 jours. On débute 15 minutes avant l'antibiotique de préférence. Mais si ce n'est pas le cas, on peut le faire à tout moment. Et il est indiqué donc dans ces deux germes, le pneumocoque et Haemophilus influenzae. La conduite, en général, c'est ce que tout à l'heure Dr Carguia a fait. Lorsqu'on a l'amoxicilline et qu'on voit qu'il y a une sensibilité, c'est 8 grammes, 2 grammes toutes les 4 heures en IVD. Ou en cas de présence de site de gravité, on peut utiliser d'emblée des céphalosporines de 3e génération, la ceftriaxone, soit 2 grammes une fois ou 2 fois, en fonction de la corpulence du patient. Chez nous, d'emblée, lorsqu'il y a un coma,
on passe à 4 grammes par jour en IVT lente. Lorsque le germe est isolé, on va donc adapter donc, le germe à l'antibiogramme. Je pense que quelqu'un a posé la question. Mais il faut dire que dans nos pratiques, les malades arrivent souvent après avoir pris les antibiotiques, donc on isole rarement ces agents infectieux, mais lorsque on les isole, on va adapter l'antibiotique, on probabilise du début, n'est-ce pas, en fonction de la sensibilité du germe. Et en ce moment-là, on va se conformer donc au résultat de l'antibiogramme. Je vois quelqu'un a posé la question avec les posologies qui sont devant vous. Il faut aussi mettre en place une surveillance. Cette surveillance va concerner la mesure de la température, du pouls, en fait, ce qu'on appelle le signe de pancarte, la diurèse. On va surveiller le syndrome méningé, on va surveiller la conscience et surtout, il ne faut pas oublier de chercher les portes d'entrée horaires par un examen clinique, mais surtout par le radiologue du sinus lorsqu'on n'a pas une porte d'entrée évidente. Mais quelquefois, on peut ne pas retrouver donc une porte d'entrée. Sur le plan biologique, la ponction lombaire diagnostique, après 48 heures, on fera une ponction lombaire qui va nous montrer si notre antibiothérapie probabiliste est efficace. Normalement, si cette antibiothérapie est efficace, à 48 heures, le liquide doit être stérile. Dans le cas contraire, soit on n'est pas efficace, ou alors soit il y a un foyer contigu qui colonise le LCR. Il faut donc chercher et traiter. On peut aussi voir les fonctions rénales et aussi les gages du sang. L'imagerie aussi est recommandée selon la situation clinique. Tout à l'heure, j'ai parlé du blondeau, mais aussi la radio pulmonaire et le scanner cérébral lorsqu'on a des signes de localisation. Alors, pour finir, le traitement préventif est très, très important. Il s'agit d'abord de traiter les portes d'entrée. On a dit que les portes d'entrée sont au-dessus de la ceinture, notamment bien traiter une otite, bien traiter une sinusite et bien traiter une pneumonie. Déjà, cela permet donc d'éviter et bien sûr faire une chimio-prophylaxie des sujets contacts s'il s'agit donc du méningocoque avec la rifampicine ou alors la scléramycine, la fameuse rifamycine, pendant 5 jours. Ensuite, la meilleure prévention, c'est la vaccination. Et cette vaccination, on a donc la vaccination contre le méningocoque, avec différents sérotypes, méningo A, méningo C, A et C, et surtout le méningo W135, c'est une souche qui est responsable de l'épidémie actuellement dans le Sahel. Et c'est une dose en sous-cutané qui va protéger donc pendant 3 ans. Ça veut dire qu'il faut donc répéter donc chaque 3 ans donc ces vaccins pour être couvert. Il y a le vaccin contre l'hémophilus qui est aujourd'hui disponible pour les enfants dès l'âge de 6 semaines de vie. Et la primo-vaccination, elle est de 3 doses à 1 mois d'intervalle, avec un rappel à 1 an et un rappel tous les 5 ans. Quant au pneumo 23, c'est une dose en sous-cutané avec un rappel tous les 5 ans également. Mesdames et messieurs, je vous remercie pour votre attention. J'avoue que l'espace a été assez rapide, mais je voulais juste faire quelques points sur ces éléments précis et je suis à votre écoute s'il y a des questions, des clarifications encore à me demander.
Je vous remercie. Merci beaucoup. Merci beaucoup, professeur. On envoie des signaux. Voilà, donc, chers participants, chers membres de la communauté, voici quelques informations à travers ce module que le professeur vient de partager. Tout ça, on va mettre ça au niveau de la plateforme de AIECO. Est-ce qu'il est 14h25? C'est vrai qu'on a tiré un peu parce que la problématique était importante et d'actualité. Avez-vous des questions à poser avant qu'on ne puisse mettre fin à cette rencontre? Voilà. Des questions de clarification, de compréhension par rapport à cette présentation didactique. C'est bon, je ne vois pas de main. On va faire comme à l'américaine. 1, il n'y a pas de questions. 2, il n'y a pas de questions. 3, il n'y a pas de questions. Donc, je vous invite à ouvrir vos micros, vos caméras. Ils sont 8 seulement. Oui, Ils nous sont sommes 8. à la fin. Ah, d'accord. Nous sommes à la fin. Apparemment, tout a été bien compris. Il n'y a pas de... Et après les échanges également autour de ce cas clinique, je pense que ça a facilité cela. Est-ce qu'on peut ouvrir les caméras? Nous sommes à la fin de notre séance. Nous avons été très heureuses des échanges que nous avons eus au cours de cette séance. Et donc, on va se donner rendez-vous, toutes nos excuses si on a tiré un peu. On se donne rendez-vous le 12 mars. Notez bien dans vos calendriers, le 12 mars. Et là, ça sera un thème très, très, très intéressant, le burn-out en milieu professionnel. Et la parole vous sera donnée pour partager vos expériences dans la gestion de cette COVID-19, le burn-out, voilà. Donc, rendez-vous le 12 mars. Merci de participer au feedback, voilà. Et puis, au revoir. Merci à notre expert, merci à notre champion du jour. Voilà pour ce cas très intéressant. Merci à professeur Ekra. Merci à tous Merci. nos chers maîtres qui étaient connectés, professeur Ali Boulaboula, professeur Louis Fortes. Merci beaucoup. Et voilà. Merci, Au merci. 12 mars, après la fête des femmes, c'est ça, le 8 mars.